Si vous avez suivi l'activité Warhammer de ces derniers mois, vous savez qu'une nouvelle version du jeu Age of Sigmar est sortie en juillet dernier, et Games Workshop en a profité pour nous concocter un nouveau format, le bien nommé Spearhead, et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment y jouer. Alors, Spearhead, ou fer de lance en beau français, est un jeu d'escarmouche entre deux joueurs qui a été désigné pour être le format d'initiation de cette nouvelle version d'Age of Sigmar, tout en restant un mode de jeu intéressant pour les hobbyistes un peu plus expérimentés, puisque Games Workshop a effectué un travail quand même non négligeable sur la personnalisation et le développement de petits combos, de petits trips play au sein de ces différentes Spearhead. Au cours de cette vidéo, je vais tenter de vous présenter les bases de ce mode de jeu, qui, sous beaucoup d'aspects, est très proche d'AOS V4, donc ça vous fera un bon marchepied. Mais il va quand même comporter quelques subtilités qu'il faudra avoir en tête, afin que tous les participants passent un bon moment autour du plateau, tout simplement. On va commencer dans un premier temps avec une petite liste de courses, en gros ce que vous allez avoir besoin pour jouer à Spearhead. La première chose, ça va être un plateau de jeu, de type champ de bataille de royaume, on reviendra un peu plus en détail juste après sur ses dimensions et ce qu'il doit comporter. Vous aurez besoin d'un deck fer de lance comprenant les cartes péripéties et les cartes de tactique de bataille. Forcément, vous allez avoir besoin d'une armée Spearhead par joueur, ainsi que les fiches techniques associées, elles sont différentes du jeu normal, donc attention à ça. Vous allez avoir besoin d'un set de décors que je vais vous détailler juste après, et pour finir, bien évidemment, il vous faudra un petit paquet de dés par joueur, et des raidlets pour mesurer vos déplacements. Si vous avez choisi d'acquérir la boîte Scaventide, vous aurez déjà à disposition l'intégralité de la liste ci-dessous, à part les dés en fait. Globalement, vous êtes bien parti. Les fiches techniques sont dans le livre Spearhead, le feu et le jade, mais vous pouvez aussi les obtenir gratuitement dans la section téléchargement du site Warhammer Community. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens en description. Le deck de cartes et le plateau de jeu sont eux aussi fournis, tout comme les raidlets et le set de décor. Attention cependant, le deck de cartes Spearhead n'est actuellement pas disponible à la vente unitaire au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est aussi le cas pour le plateau de jeu officiel, mais vous inquiétez pas, vous trouverez sûrement un équivalent chez différents équipementiers. Une fois tout le matos à votre disposition, vous êtes parés et on va pouvoir commencer à présenter le jeu en lui-même. Donc on va commencer avec le champ de bataille, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un plateau de 30 par 22 pouces avec 5 objectifs préétablis. Vous avez deux dispositions disponibles qui sont matérialisées par l'histoire comme se trouvant sur deux royaumes différents, Hachi, le royaume du feu, et Diran, le royaume de la vie. Les objectifs en question répondent à différents noms de divinités ou d'entités spéciales de l'univers d'Age of Sigmar, à savoir Dracotion, Ignax, Behemoth, Vulcatrix et Najandra. On va parler maintenant un petit peu de ce qui fait partie des items les plus intéressants de Spearhead de mon point de vue. Une fois c'est un feeling, hein. Peut-être que vous ça va vous saouler, mais moi je trouve que c'est vraiment le truc le plus intéressant de ce mode de jeu là, c'est la pile fer de lance. Alors ce que j'ai désigné au début de cette vidéo comme étant le deck carte de fer de lance, au final c'est pareil. Il y a deux types de paquets au sein de cette pile et on va les décrire rapidement. Donc pour commencer, on va avoir les cartes de péripéties. Il s'agit de cartes ajoutant une règle spéciale à votre partie, ce que généralement j'appelle une affixe. En réalité, il y a deux decks de 6 cartes chacun, 6 pour Hachi, 6 pour Diran, identifiables au symbole du royaume au dos de la carte, le rouge orangé pour Hachi, le royaume du feu, et le vert et jaune pour Diran, le royaume de la vie. Pour expliquer rapidement, au début de chaque round de bataille, une carte péripétie est tirée et ses effets sont appliqués pendant tout le round, jusqu'à ce qu'une autre carte de péripétie en réalité soit découverte. Vous avez ensuite la pile tactique de bataille, chaque joueur reçoit un paquet de 12 cartes, la composition est la même pour les deux joueurs, donc attention de ne pas mélanger les deux piles, il faut vraiment que les deux piles soient identiques pour chacun des deux joueurs. Chaque carte elle-même est divisée en deux parties, sur la partie haute vous avez la tactique de bataille, et sur la partie basse vous avez les ordres. Avec ces cartes vous aurez donc le choix soit de marquer des points de secondaire si vous remplissez les critères de la tactique de bataille à la fin de votre tour, soit l'utiliser l'ordre pour gérer une situation un peu plus urgente, un peu plus immédiate. Quoi qu'il arrive, il faut comprendre que vous allez devoir faire un choix. Vous ne pourrez pas utiliser les deux parties de la carte. On va passer désormais au décor. La définition que je vais vous énoncer ici sont valables pour toutes vos parties, Spearhead et jeu standard. Ce n'est ici qu'une petite partie des aptitudes passives des éléments de décor que comporte le jeu. On va simplement focus sur ce que Spearhead vous met entre les mains. Vous allez disposer ici donc de 4 éléments de décor, 2 grands éléments et 2 petits éléments. Les grands éléments ont les aptitudes passives couvert, occultant et instable, là où les petits auront seulement couvert et occultant. On va regarder un petit peu la définition de ces aptitudes quand même, parce que là je vous ai balancé comme ça, mais
vous n'êtes pas plus avancé. On va commencer avec couvert. Couvert indique qu'il faudra soustraire 1 au jet de touche pour les attaques ciblant une unité qui est derrière ou entièrement dans cet élément de décor, sauf si l'unité a chargé ou si elle dispose du mot-clé vol. Ensuite, vous avez l'aptitude occultant. Occultant, ça permet à une unité de ne pas être ciblée par une attaque de tir à condition qu'elle soit derrière ou entièrement sur cet élément de décor, sauf encore une fois si elle a le mot-clé vol. La dernière aptitude passive, c'est instable. Les figurines sont en capacité de passer par-dessus ce type d'éléments si elles en sont capables, mais ne peuvent pas être placées ou finir n'importe quel type de mouvement sur une partie de décor qui mesure plus de 1 pouce de hauteur. Pour rappel, les types de mouvements, vous avez les mouvements normaux, les advances, les charges, ou encore le fait de se replier, donc de battre en retraite. Tous ces mouvements-là ne peuvent pas être effectués. Placer, c'est un petit peu différent, c'est pour les unités par exemple qui vont arriver directement sur le champ de bataille sur une position. Dans ce cas-là, on parle de placer ces figurines. C'est aussi une façon d'entrer dans le jeu, de déplacer ces figurines. Ce n'est pas un mouvement, c'est un mouvement de placement, car des sans-têtes c'est important pour la V4. Toutes ces petites raids là en plus d'aptitude propres au décor, ça peut paraître un gros morceau, comme ça, parce que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, mais vous inquiétez pas, les décors feront partie de façon intégrante de vos parties à l'avenir, donc à l'usage ça va devenir un automatisme. Avant de passer à la mise en place de la game et au déroulé d'une partie, on va finir avec une mécanique de jeu propre à Spearhead, et qui est, vous vous en doutez, hyper importante, c'est ce qu'on appelle les renforts. Certaines en fait de vos unités Spearhead ont le mot-clé renfort et un petit symbole d'une double flèche blanche circulaire sur fond rouge sur leur fiche technique. Cela signifie en fait que ces unités ont accès à l'aptitude appeler des renforts. C'est une aptitude qui se joue une fois par tour, durant votre phase de mouvement, et qui va concerner une unité renfort ami qui a été détruite. Quand on dit une fois par tour, c'est-à-dire que si vous avez 2 unités qui ont été détruites et donc qui vont pouvoir débloquer cette aptitude, vous ne pourrez l'utiliser que sur une seule de ces deux-là, pas sur les deux d'un seul coup. Vous pouvez alors placer une unité de remplacement identique sur le champ de bataille, entièrement en territoire ami, entièrement à 6 pouces du bord de champ de bataille, et non pas en mêlée. Très important. Certaines Spearhead vont vous permettre de les mettre en mêlée, mais nativement ce n'est pas le cas. Une unité de renfort ne peut être remplacée qu'une seule fois, et surtout les unités de remplacement, elles, ne peuvent pas être remplacées elles-mêmes. C'est une mécanique qui est très sympathique, ça vous permet de maintenir une forme de contrôle de table pour les Spearhead les plus populeuses, mais aussi avec des unités peu résistantes. J'ai joué 2 Spearhead correspondant à ce type de profil, et ça m'a permis d'appliquer en fait une pression relativement constante à mon partenaire de jeu tout au long de la partie, malgré que j'ai eu beaucoup de pertes dans certaines phases. Donc voilà, ça me permet de simplement rester dans la game et de continuer à jouer une mécanique appréciable. Bon, si à cette partie-là de la vidéo, je vous ai pas encore fait prendre un aspirine, commencez à le préparer, parce que même si le format est simple, on va avoir beaucoup d'informations qui vont arriver à partir de maintenant, puisqu'on va rentrer dans la phase réellement de préparation de la game, la phase de jeu, tous ces genres de choses-là. J'espère simplement que je vous ai pas encore perdu, parce que le plus gros des informations va être donné maintenant. Tout ce que je vais vous expliquer ici est ce qu'on appelle un plan de bataille. Vous pourrez donc le retrouver dans le livre Spearhead, le feu et le jade, page 12. Si vous avez besoin de l'avoir sous les yeux pour pouvoir le comprendre. On va commencer dans un premier temps avec la phase de pré-bataille, donc chaque joueur va tout simplement lancer un D6, et le gagnant va choisir qui sera l'attaquant et qui sera le défenseur. Qu'est-ce que ça change ? 30 secondes, j'y arrive. L'attaquant choisit et annonce son aptitude de régiment et son optimisation en premier. Le défenseur fait de même par la suite. Ensuite, le défenseur va choisir le champ de bataille, Hachi ou Diran, on en a parlé, en choisissant tout simplement la phase du tapis de jeu qui lui correspond. Le défenseur ensuite choisit les cartes de déploiement, est-ce qu'on est sur un déploiement horizontal ou sur un déploiement oblique. Et enfin, le défenseur va poser ses 2 éléments de terrain, puis l'attaquant va faire la même chose. Attention, quelques restrictions tout de même sur la façon de poser les éléments de décor. Les décors doivent être posés intégralement dans le territoire ami, à 6 pouces de tout autre élément de décor, à 3 pouces du territoire ennemi, et il ne faut pas que ces éléments se trouvent au-dessus d'un objectif, que ce soit partiellement ou entièrement. Une fois tout ça déterminé et mis en place, c'est le moment de commencer la bataille. Tout d'abord, l'attaquant va déployer son armée dans son intégralité, entièrement dans son territoire et à plus de 6 pouces du territoire ennemi. Ensuite, ça sera au tour du défenseur de faire la même chose. Attention cependant, certaines Spearhead imposent ou permettent que certaines unités commencent la partie en dehors du champ de bataille. Par exemple, l'épute récente Nurgle nous dit que certaines unités ne peuvent pas être sur le terrain au tour 1 et arriveront plus tard,
là où les Skaven, eux, peuvent prendre le choix de laisser des unités en réserve, ce qu'ils appellent eux, dans les tunnels en dessous. On dispose ensuite de la pile fer de lance, donc une pile de péripéties face cachée correspondant au royaume sélectionné, et une pile de tactiles de bataille face cachée pour chaque joueur. Une fois tout ceci mis en place, on va pouvoir commencer la bataille et on est parti pour 4 rounds de bataille cette fois-ci, contrairement au format d'AOS normal où on va partir sur 5 rounds. Spearhead, lui, ne se joue simplement que sur 4 rounds. Chacun de ces rounds est divisé en 2 tours de joueurs et ces différents tours sont eux-mêmes découpés en phases. On va faire un focus sur ces différentes phases et sur le déroulé justement d'un tour et d'un round de bataille ensemble. Un tour, dont je vous ai dit, c'est une séquence de plusieurs actions et de plusieurs phases. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la priorité. Au premier round, l'attaquant va choisir automatiquement qui jouera en premier. Par contre, pour les rounds 2, 3 et 4, ce choix sera donné à celui des 2 joueurs qui remportera un jet de priorité. On détermine ensuite l'outsider, qui est une notion très importante dans AOS V4. L'outsider est tout simplement le joueur qui est mené au score. En cas d'égalité ou lors du premier round de bataille, c'est-à-dire un moment où on n'a pas encore marqué de points, on part du postulat qu'il n'y a tout simplement pas d'outsider. Attention, cependant, certaines cartes de péripéties peuvent vous demander de déterminer un outsider temporaire s'il n'y en a pas. La carte vous donnera les conditions pour le déterminer. En ce cas, attention, le joueur désigné ne l'est que au regard de la carte péripétie et pas d'éventuelles règles de détachement, de tactiques de bataille ou autres qui justement donnent un rôle particulier à cet outsider. On va ensuite piocher une carte péripétie pour déterminer l'affixe justement qui sera actif pendant le round et ensuite les joueurs vont eux-mêmes piocher leurs cartes tactiques de bataille sans les révéler à leur adversaire. Chaque joueur ne peut avoir que 3 cartes de tactique de bataille en main. Au premier round, il faudra donc en piocher 3, et pour les rounds suivants, il faudra en piocher autant que nécessaire pour revenir à ce nombre de 3. Avant de les piocher, un joueur peut choisir de défausser n'importe quel nombre de cartes de sa main. Ces cartes sont défaussées face visible. Attention, cependant, AOS est connu pour une mécanique qui lui est propre, le double tour. Je vous apprendrai à apprécier ce genre de choses-là. Dans le cas où le joueur qui jouait en second au round de bataille précédent remporte le jet de priorité et choisit de jouer en premier, on va dire dans ce cas qu'il prend l'initiative. En ce cas, il ne pioche pas de carte de tactique de bataille pour le round, sauf si il est l'outsider et qu'il est mené avec une différence de 5 points ou plus. Alors justement, être mené de 5 points ou plus, ça nous fait nous poser une question, comment est-ce qu'on marque des points sur Spearhead? À la fin de chaque tour, le joueur dont c'est le tour va marquer un point de victoire s'il contrôle un objectif, un point de victoire s'il contrôle au moins 2 objectifs, un point de victoire s'il contrôle plus de points que son adversaire, et enfin un point de victoire par tactique de bataille accompli pendant le tour, soit théoriquement un maximum de 6 points de victoire primaire plus secondaire. Cependant, certaines péripéties octroient des points de victoire supplémentaires, mais vous pourrez voir cela tranquillement en tirant la carte lors de votre partie. J'espère que je vous ai pas perdu parce que là je vais vous donner beaucoup d'informations sur le déroulé justement d'un round. Je vous ai parlé justement qu'un round était divisé en plusieurs tours de joueurs, 2 vu qu'il y a 2 joueurs, et qu'en plus chacun de ces tours de joueurs était lui-même découpé en phases. Je vous le donne Émile, on va parler des phases et il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'informations parce que les phases sont très nombreuses. Là où Games Workshop a été très sympathique, c'est qu'ils ont adopté un code couleur pour modéliser justement les différentes phases d'un tour. On va commencer avec la première phase, qui est donc ce qu'on appelle la phase de début de tour, et qui est modélisée par la couleur noire. C'est dans cette phase que vous allez effectuer les actions de début de round, dont on vient de parler. Mais ça implique donc qu'il y aura quasiment rien à faire durant la phase de début de tour du joueur 2, car quasiment tout aura été fait pendant la phase de début de tour du joueur 1. Donc on rappelle, déterminer la priorité, déterminer l'outsider, toutes ces choses-là, c'est des actions de début de tour, mais en début de round aussi. On enchaîne ensuite avec la phase de héros, modélisée par la couleur jaune. C'est durant cette phase que vous allez pouvoir lancer la plupart de vos sorts, prières, enchantements, malus, bonus, tous ces trucs-là, depuis vos héros. Les conditions d'utilisation et les effets de ces différentes aptitudes sont expliqués directement dans la fiche des armées pour les sorts et les prières globales et directement sur les fiches des héros pour les sorts et prières, par exemple signature de ces héros-là. Vient ensuite la phase de mouvement, cette fois-ci de couleur grise, et c'est la phase globalement la plus basique et que tout le monde connaît et apprend facilement. C'est dans cette phase que vous allez vous faire bouger vos unités. Vous pouvez faire un mouvement normal, un mouvement de course, placer des unités depuis vos réserves sur le champ de bataille, comme on a parlé tout à l'heure des putrescents de Nurgle qui arrivent plus tard dans la partie, ou les Skaven qui arrivent depuis en dessous.
par exemple, mais c'est aussi là que vous allez chercher à faire revenir vos figurines depuis les renforts. Donc l'aptitude appeler des renforts, c'est à cette phase-là que vous allez la jouer. Vous avez aussi un autre mouvement qui est le fait de se replier, donc en gros de briser un corps à corps pour pouvoir sortir justement de la mêlée. Toutes ces aptitudes sont explicitées dans le livre de règles, vous les trouverez paragraphe 14.1 de la section règles de base. Vient ensuite la phase de tir en bleu, et c'est à ce moment-là qu'on va sélectionner donc nos unités disposant de profils d'armes de tir, et on va enseigner gentiment à notre partenaire pourquoi l'arc et la flèche ont été la plus grande avancée technologique militaire pendant de nombreuses années. Pareil, les détails de l'aptitude de tir est disponible dans le livre de règles de base, paragraphe 14.2, des règles de base. On enchaîne avec la phase de charge, identifiable à sa couleur orange, et durant cette phase, les unités vont pouvoir effectuer un mouvement de mise en contact dans le but d'entrer en portée d'engagement des unités de votre adversaire. Donc ça va se faire avec un jet de dés, 2 dés en général pour tenter de couvrir une distance maximale de 12 pouces, mais encore une fois, je me répète, mais c'est le plus simple et les règles sont assez explicites, l'aptitude est explicitée dans le paragraphe 14.3 des règles de base. Une fois au catch, on va se tartiner joyeusement la tronche à coups de tatane, et donc c'est la phase de mêlée qui démarre à ce moment-là et qui est définie par sa couleur rouge, et toutes les aptitudes qui s'y rapportent aborderont la même couleur. Là, ça va dépendre entre guillemets vraiment de vos unités et des capacités que vous allez pouvoir déclencher pendant cette phase, et tout ce que vous avez à savoir est disponible dans le livre de base, section 14.4 des règles de base. La dernière phase est une des phases les plus importantes, c'est la phase de fin de tour en violet. C'est là que vous allez résoudre beaucoup de questions avant de passer la main à votre adversaire. Le séquencement est hyper important. Il faut vraiment faire attention à vos timings et au séquencement de cette phase. La première chose, ça va être tout d'abord le joueur dont c'est le tour, qu'on désigne généralement par le joueur actif, peut utiliser toutes les aptitudes en sa possession qui ont le timing fin de tour ou fin de n'importe quel tour. Ensuite, il passe la main à son adversaire et ça sera à lui, pareil, de résoudre toutes ces aptitudes de fin de tour ou de fin de n'importe quel tour. On en vient ensuite à déterminer le contrôle des objectifs différents en gardant en tête KAOS. Si un joueur contrôle un objectif à la fin d'un tour, le sien ou celui de son adversaire, il continuera de le contrôler même s'il n'a plus de figurines sur l'objectif, tant que son adversaire ne sera pas venu poser une des siennes dessus. Une fois que la détermination du contrôle est faite, on va tout simplement décompter les points marqués par le joueur actif. Une fois cela fait, le joueur actif va passer la main à son adversaire qui répète le cycle, et cela jusqu'à la fin du 4e round. Bon, ça aurait été une vidéo assez dense, un peu plus longue que prévu pour le coup, mais au moins avec ça vous êtes paré à affronter les dangers des plaines ardentes d'Hachi ou des forêts primales de Giran. N'hésitez pas sincèrement à poser vos questions en commentaire si vous avez besoin de clarification sur certains points, mais aussi à me donner votre avis si vous avez déjà fait des parties au format Spearhead, et surtout quel Spearhead est-ce que vous avez joué. Je suis super intéressé par ça. Vous en doutez, comme on a fait des vidéos au format Combat Patrol sur l'analyse des Combats de Patrol, on fera aussi la même chose sur les Spearhead, et vous aurez aussi des rapports de bataille au format Spearhead qui vont bientôt commencer à être tournés. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous, ça me permettra justement de gagner un petit peu en visibilité et à faire travailler l'algorithme. Un grand merci à ceux qui le feront. On se retrouve en live sur Twitch la semaine à 18 h et le dimanche à 13 h. Vous n'hésitez pas, même si vous voulez venir poser vos questions en live, on sera hyper friendly comme toujours, n'hésitez pas. Les pirates se feront un plaisir de vous accueillir. Moi, je vous dis en tout cas à très vite pour une prochaine vidéo. C'était votre amiral Crazy Red pour vous servir. Bonne journée à tous. Bye bye.